Mon père était le fondateur de Medicare Pharma, l'une des entreprises pharmaceutiques les plus prospères de Chicago. Jusqu'à l'année dernière. Il y a 3 mois, mon père est décédé d'une crise cardiaque. Il avait 68 ans, il était trop jeune pour mourir. J'ai appris qu'il s'était effondré dans les bureaux de l'entreprise, dans la Willis Tower, dans le Lop District de Chicago. C'était une fin appropriée pour un homme qui a vécu et respiré son travail jusqu'à la fin. Mais je n'ai pas pu assister à ces derniers instants. Même si je voulais me précipiter à ses côtés. Ma mère m'en a empêché en me disant qu'il était trop tard. L'appel téléphonique de ma mère a été bref. Thomas est mort. Les funérailles auront lieu dimanche. C'est tout. Sa voix était aussi naturelle que si elle annonçait la livraison d'un colis. Ce n'est qu'après la mort de mon père que j'ai réalisé à quel point il devait se sentir seul dans cette famille. Je travaille comme comptable principal dans un grand cabinet comptable de Chicago. Mon salaire annuel est de $80 000. Je vis seul dans un appartement modeste du quartier de River North. Je ne suis pas riche, mais je suis fier de la vie que je me suis construite. Enfiler mon costume Brooks Brothers et me rendre tous les matins à la Prudential Plaza sur Michigan Avenue, c'est la voie que j'ai choisie. Ou, peut-être, le chemin que j'ai été forcé de choisir. Mon père était un homme doux et honnête. Du moins. C'est ainsi qu'il m'apparaissait. Mais il y a toujours eu une certaine distance entre nous. Les souvenirs d'enfance que j'ai de lui sont fragmentaires, comme un puzzle auquel il manquerait des pièces. À un repas de Noël, il avait toujours de la paperasse étalée devant lui. Même lors de la remise de mon diplôme de fin d'études secondaires, il était constamment au téléphone. Avec le recul, je me dis qu'il y avait peut-être des raisons à tout cela. Ma mère Carole, en revanche, était différente. Reine de la société dans le quartier aisé de Winnetka, sur la rive nord de Chicago, elle avait été directrice financière de l'entreprise. Sa nature calculatrice et son obsession des apparences m'avaient troublé depuis l'enfance. Faire du shopping chez Saks Fifth Avenue, discuter d'art en tant que membre de l'Art Institute of Chicago, assister à des concerts en tant que mécène de l'Orchestre symphonique de Chicago. Chaque activité n'était pour elle qu'une nouvelle occasion d'afficher son statut. Puis il y a ma sœur Jessica. 3 ans plus jeune que moi, elle a maintenant des jumeaux et a construit ce que ma mère considère comme la famille parfaite avec son mari, cadre dans une société informatique. Elle aussi a travaillé dans l'entreprise à un moment donné en tant qu'assistante comptable. Ma sœur, qui ne peut s'empêcher de faire du shopping chez Neiman Marcus, semble avoir complètement hérité des valeurs de sa mère. Je ne comprends pas pourquoi j'étais la seule à prendre un chemin différent alors que tous les autres membres de la famille étaient impliqués dans l'entreprise. Lorsque je me suis inscrite en comptabilité à l'université, ma mère m'a dit que ce n'était pas fait pour toi. Lorsque j'ai manifesté mon intérêt pour l'entreprise, elle m'a repoussé en me disant, prends d'abord de l'expérience ailleurs. Maintenant, je suis chargée de trier les affaires de mon père. Me voilà. Jour après jour, face à des cartons poussiéreux dans le vaste bureau de la maison familiale. Qui aurait pu penser que c'était la dernière fois que je passais du temps avec lui? J'ai pris un congé pour m'atteler à cette tâche. Ma mère m'a dit que nous pourrions engager quelqu'un, mais j'ai insisté pour le faire moi-même. J'avais l'impression de chercher une sorte de dialogue avec mon père. Début de l'automne à Chicago. Les vents froids du lac Michigan font bruisser les arbres de la rue, qui commencent à changer de couleur. Les cloches de la 4e église presbytérienne sonnent au loin, annonçant le service du dimanche. Nous avions l'habitude de fréquenter cette église en famille. Aujourd'hui, j'ai entendu dire que ma mère et ma sœur n'y allaient plus que pour se retrouver. Ce matin encore, je monte les escaliers jusqu'au bureau de mon père. J'ouvre la lourde porte en acajou et passe entre les étagères qui montent jusqu'au plafond. Par la fenêtre, je peux voir le jardin méticuleusement entretenu. Un mois s'est écoulé depuis notre dernier dîner en famille au Gibson S Bar and Steakhouse. Père semblait vouloir dire quelque chose à ce moment-là, mais il était constamment interrompu par le bavardage de sa mère. Vais-je trouver quelque chose de nouveau aujourd'hui? Au fond de moi, j'en avais déjà le pressentiment. Et la poussière des cartons scintille dans le soleil du matin. Le bureau de mon père est plongé dans son silence habituel.
Le bureau massif en acajou, comme un symbole de la présence même de père, trône au centre de la pièce. La boîte numéro 10 est déjà elle à point J. Regarde profondément en ouvrant une nouvelle boîte. Elle porte l'étiquette Documents importants 20 140 2024, écrite de la main méticuleuse de mon père. À ce moment-là, quelque chose a tremblé dans ma poitrine. Le soleil matinal éclaire lentement la pièce par les interstices entre les bibliothèques hautes de plafond. À l'extérieur de la fenêtre, les roses entretenues avec amour par Jean le jardinier portent encore la rosée du matin. J'ai entendu dire que père avait l'habitude de contempler le jardin de cette fenêtre tous les matins. À l'intérieur de la boîte, je trouve des piles bien organisées de documents bancaires. Un dossier bleu est étiqueté dépenses liées à la famille. Ma main s'arrête sur la première page que j'ouvre avec désinvolture. Dépenses de vacances familiales 15 000. Je feuillette les pages avec incrédulité. Il y a des relevés de pensions alimentaires astronomiques versés à la famille de ma sœur. Frais de scolarité dans une école privée, 50 000 $. Achat d'une nouvelle voiture 80 000 $. Aide hypothécaire de 10 000 $. À chaque page tournée en tremblant, de nouveaux documents me sautent aux yeux. Vacances à Hawaï 20 000 $. Prime de Noël 30 000. Versement initial pour une nouvelle maison 100 000. Les rangées de chiffres me donnent le vertige. Il ne s'agissait pas seulement d'un relevé de dépenses, mais d'une histoire familiale dont je ne savais rien. Dans toute cette histoire, mon nom n'apparaît pas une seule fois. Pourquoi? Ma voix s'accroche. Ma gorge est sèche. Les oiseaux chantent par la fenêtre. En regardant le bureau de mon père, je vois que son stylo plume Parker est toujours là. A-t-il utilisé ce stylo pour écrire tous ces documents? Soudain, j'entends une porte s'ouvrir au rez-de-chaussée. Puis, le bruit des talons hauts de ma mère frappant le sol en marbre. Des pas réguliers s'approchent. Ami? Tu es encore en train de nettoyer? À la voix de ma mère, j'agrippe instinctivement le dossier. Mes mains ne cessent de trembler. Maman? C'est. Les mots me manquent. Maman entre dans le bureau et parcourt rapidement la pièce. Vêtue de son tailleur Chanel, elle est parfaitement maquillée, comme toujours. Que est-ce que tu regardes? Il y a une légère tension dans sa voix. Je tends le dossier, les mains tremblantes. De quoi s'agit-il? L'expression de ma mère change instantanément. Oh, tu as trouvé ça? Il n'y a plus de tension dans sa voix. Au contraire, il y a presque un élément d'amusement. Pourquoi seulement moi? Vous l'avez découvert, n'est-ce pas? De toute façon, vous n'êtes pas une vraie famille. Ces mots étaient plus froids que ce à quoi je m'attendais. Maman a continué sur un ton décontracté, comme si elle commandait un café. J'étais contre dès le départ quand Thomas t'a ramené à la maison. Mais il n'a rien voulu entendre, rabâchant que cet enfant avait du potentiel. Regarde comme ça a bien tourné. Ton potentiel t'a fait fuir de l'entreprise. J'ai l'esprit vide. J'ai un bourdonnement dans les oreilles. La photo de famille sur le bureau de mon père semble soudain déformée. C'est un mensonge, n'est-ce pas? C'est la vérité. Quand tu avais 3 ans, Thomas t'a ramené d'un orphelinat. Je m'y suis opposé dès le début. Après tout, amener un enfant étranger dans la famille était un trop grand risque, tu ne crois pas? Mère s'assit élégamment sur le canapé et continua comme si elle racontait une vieille histoire. Mais ton intégrité a joué en notre faveur. Le fait que tu sois là nous a aidé à sauver les apparences. L'image d'une bonne famille accueillant un enfant en difficulté était très bien perçue dans les cercles sociaux. Les mots se bloquent dans ma gorge. Mes pieds sont instables. La vue à l'extérieur de la fenêtre commence à se brouiller. Qu'en est-il de Jessica? Jessica est ma fille. Ma vraie fille. Elle devrait donc hériter des biens de la famille, n'est-ce pas? À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Toujours en tenant le dossier, j'ai quitté la pièce en courant. Mes pieds ont trébuché plusieurs fois alors que je dévalais les escaliers. Lorsque j'arrive à l'entrée,
les larmes ont déformé ma vision. Lorsque j'ai ouvert la porte, le vent froid de l'automne a frappé mes joues. Ami, laisse ces documents ici. La voix de ma mère résonne derrière moi. Je fais semblant de ne pas entendre et je saute dans ma voiture. Mes mains tremblent lorsque je démarre le moteur. Le manoir dans mon rétroviseur devient de plus en plus petit. Et la pluie fine qui frappe le pare-brise se mêle à mes larmes. Le paysage urbain de Chicago est flou et gris. Dans la voiture, alors que seul le bruit du moteur résonne, je me souviens des paroles de mon père. Ami, tu as du potentiel. Ces mots étaient-ils vrais? Ou était-ce aussi un mensonge? D'innombrables souvenirs tournent dans ma tête. Le dîner de Noël. La remise des diplômes du lycée. Les vacances en famille. Tous ces souvenirs apparaissent maintenant dans des couleurs complètement différentes. Qui suis-je? Et à quoi pensait vraiment mon père, alors que je conduis sans but précis, mes pensées se bousculent. Une semaine s'est écoulée. Chicago s'est paré des couleurs de l'automne et le vent du lac Michigan s'est sensiblement rafraîchi. C'est mon dernier jour de congé. Le paysage urbain visible depuis la fenêtre de mon appartement est noyé dans la brume matinale. Mon smartphone affiche encore plus de 100 appels manqués de ma mère. Alors que je regarde l'historique des appels, le message vocal de la nuit dernière se répète dans ma tête. La voix de ma mère est devenue de plus en plus désespérée au fil des jours. Mais ma décision était déjà prise. Lorsque j'entre à nouveau dans le bureau de mon père, le soleil matinal commence à peine à éclairer la pièce. Le bureau, qui n'avait pas été touché depuis que je m'étais enfui il y a une semaine, était plongé dans le silence. Il faut que je finisse ça. Ce dernier devoir envers mon père était aussi une obligation envers moi-même. Le droit de connaître la vérité, même un enfant adopté y a droit. Je m'assois au bureau d'acajou. Les documents bancaires que j'ai trouvés il y a une semaine sont en sécurité dans le coffre-fort de mon appartement. J'ouvre les tiroirs du bureau, vérifiant leur contenu un par un. Factures, reçus, carnet de notes, tout est parfaitement organisé. Tout comme mon père. Soudain, je remarque quelque chose d'étrange à l'arrière du bureau. Il y a une légère irrégularité dans le panneau arrière. Lorsque je vérifie du bout des doigts, je constate qu'il y a une bosse qui n'est pas naturelle. Mon cœur s'emballe lorsque je scrute le bureau et que j'aperçois une petite boîte à outils dans un coin. Je sors un tournevis et m'approche nerveusement des vis du panneau arrière. Les vis s'enlèvent étonnamment facilement, comme si elles attendaient que quelqu'un les retire. Lorsque le panneau arrière se détache, il y a un espace caché derrière lui. À l'intérieur se trouve une enveloppe épaisse. Elle provient du cabinet d'avocats Brown & Associates. À côté, dans l'écriture de mon père, il y a les mots pour ami. Mes mains tremblent lorsque je brise le sceau. À l'intérieur se trouvent de nombreux documents. Sur le dessus, avec une clé USB, se trouve une lettre de mon père. Je m'assois dans le fauteuil près de la fenêtre et je respire profondément. C'était l'endroit préféré de mon père. J'ouvre la lettre à ma fille bien-aimée. Ami. Je suis sincèrement désolé de t'avoir causé tant de peine au fil des ans à cause de mon incapacité. En tant que père qui n'a pas pu te protéger, cette culpabilité ne me quittera jamais jusqu'à ma mort. Il y a 20 ans, il y a eu une fraude comptable dans mon entreprise. C'est ta mère Carole, alors directrice financière, qui l'a découverte par hasard. Elle et ta sœur Jessica ont commencé à utiliser ce fait pour me faire chanter. Pour éviter que l'entreprise ne perde sa crédibilité, et surtout, pour que vous ne soyez pas impliqués, j'ai continué à céder à leurs exigences. Tout en semblant favoriser la famille de ta sœur en apparence, j'ai secrètement rassemblé des preuves et me suis préparé à assurer ton avenir. C'est la meilleure expiation que j'ai pu faire. Les documents contenus dans cette enveloppe contiennent toutes les preuves de la fraude de Carole et Jessica. La clé USB contient 20 ans de données de transaction. J'ai déjà informé mon ami proche, l'avocat John Brown. Des détails. Il sera de votre côté. Il y a quelque chose que je voulais absolument te dire. Oui, tu es bien un enfant que j'ai ramené d'un orphelinat. Mais c'était le destin. Quand je t'ai rencontré pour la première fois,
je me suis vu dans tes yeux. Et la même solitude, la même intégrité et la même force. Carole s'y est fortement opposée. Mais je savais instinctivement que tu serais sûrement capable de changer cette famille. Mais ma lâcheté m'en a empêché. Si je révélais la fraude, l'entreprise s'effondrerait et des centaines d'employés seraient laissés sur le carreau. Mais si je laissais les choses en l'état, la corruption ne ferait que s'étendre. Pris entre ces deux options, j'ai pris la pire décision, celle de garder le silence et de vous tenir à distance. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Et à partir de maintenant, vis la tête haute. Les souvenirs douloureux, la souffrance. Tout cela est de ma responsabilité. Mais ta vie ne fait que commencer. Tu as une force que personne ne peut enlever. Enfin, les mots que je voulais le plus dire. Ami, tu es ma fierté. Avec tout mon amour. Mon père. Je n'arrête pas de pleurer. À l'extérieur de la fenêtre, les oiseaux chantent leurs chansons du matin. Les roses que père aimait brillent dans le soleil du matin. L'enveloppe contenait des preuves encore plus choquantes. Des dossiers sur le détournement des fonds de l'entreprise par la mère et la sœur. Des copies d'emails menaçants. Des détails de transactions sur des comptes secrets. Tout était parfaitement organisé et classé par ordre chronologique. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'est un numéro inconnu. Je réponds nerveusement. C'est Amy Bryant? C'est John Brown. Une voix basse et calme résonne. Votre père m'a tout raconté. Pourrions-nous nous rencontrer en personne dans mon bureau, au 45e étage du John Hancock Center, au fur et à mesure que le soleil se lève? L'étude devient plus lumineuse. La photo de mon père semble me sourire attentivement. C'est la volonté de mon père. Et le début d'une nouvelle vie. Je me lève avec détermination. Le soleil du matin sur mes épaules est chaud, comme la main de mon père. Chicago s'apprête à accueillir un nouveau jour. Les gratte-ciels se dressent dans la brume du matin. Ma voiture se dirige vers l'un d'entre eux, le John Hancock Center. Le manoir qui se reflète dans mon rétroviseur brille dans le soleil matinal. Je ne peux plus faire marche arrière. Je ne peux qu'aller de l'avant. C'est ce que voulait mon père. Dans la voiture qui me conduit au cabinet d'avocat, les souvenirs des quelques moments passés avec mon père défilent dans mon esprit comme un diaporama. Le jour de la remise de mon diplôme de fin d'études secondaires, il était effectivement constamment au téléphone. Mais ensuite, lorsque nous nous sommes retrouvés seuls, il m'a doucement félicité. Je me souviens encore de la chaleur de ses yeux à ce moment-là. Tout était prévu pour ce jour. Mon père se battait tranquillement depuis 20 ans. Le centre John Hancock apparaît devant moi, brillant dans le soleil du matin. 3 jours se sont écoulés depuis ma rencontre avec l'avocat Brown. La poussière projette des ombres à travers la fenêtre de mon appartement situé au nord de la rivière. Les appels de ma mère ne cessent jamais. Ami, répond au téléphone tout de suite. Tu sais que l'entreprise est en danger, n'est-ce pas? Tu réalises que ton égoïsme va laisser les familles des employés sans abri? Tu crois que je vais te pardonner un tel traitement? Les messages vocaux deviennent de plus en plus menaçants. Pendant ce temps, j'ai examiné attentivement les preuves que mon père a laissées à l'avocat Brown. Dans le cabinet d'avocat situé au 45e étage du John Hancock Center, qui surplombe Chicago. L'avocat parle calmement. Thomas se prépare à ce jour depuis 20 ans. Chaque jour, il a rassemblé des preuves petit à petit, tenu des registres et tout organisé. Mais jusqu'au bout, il ne voulait pas vous faire souffrir. C'est pourquoi il a choisi ce moment. Et la préparation méticuleuse de père était à la fois un acte d'amour et d'expiation. À 20 heures, on sonne à la porte. Je reprends mon souffle en voyant les visiteurs à travers le Judas. Mère Carole et sœur Jessica. Leurs expressions témoignent d'une anxiété que je n'ai jamais vue auparavant. Avant d'ouvrir la porte, je lance l'enregistreur vocal de mon téléphone. Cela aussi est conforme au plan discuté avec l'avocat Brown. Entrée. Alors que je leur montre le salon, la mère commence immédiatement. Arrêtez ces bêtises. Détruisez les dossiers de votre père maintenant. Pourquoi?
Ce sont des documents comptables de la société. Laisse-nous nous occuper des affaires de l'entreprise. Non. Maman. Je veux parler de la comptabilité frauduleuse. À ces mots, l'expression de la mère se fige. Sœur Jessica ne peut cacher sa panique. De quoi parlais-tu? Je sais tout. Père a laissé tous les dossiers. Je sors lentement la clé USB. Le visage de la mère se vide de ses couleurs. 20 ans de preuves. Copie des courriels de menaces, relevé des transactions sur les comptes secrets, tout est elle à point et ne soit pas ridicule. Jessica s'écrie soudain. Tu n'es qu'une enfant adoptée. Quel droit as-tu? Jessica. La mère essaie de l'arrêter, mais il est trop tard. Oui, je suis adoptée. Mais mon père m'a choisi. Il a enduré pendant 20 ans pour protéger cette entreprise. Je me lève et me dirige vers la fenêtre. La vue nocturne est magnifique. Maman, tu te souviens quand j'ai dit que je voulais entrer dans l'entreprise? Tu m'as dit d'acquérir de l'expérience ailleurs. En fait, tu avais peur que je découvre la fraude, n'est-ce pas? Tais-toi. La mère crie. Que est-ce que tu en sais? Pour protéger la crédibilité de l'entreprise, son statut social, tout ce que nous avons arrêté de mentir. Ma voix est calme. Tout ce que tu voulais protéger, c'était ton style de vie luxueux. Ce n'est pas du tout la même chose que la façon dont mon père a essayé de protéger l'entreprise. Alors qu'est-ce que tu comptes faire, s'emporte ma sœur? Tu vas tout dévoiler? L'entreprise va s'effondrer si tu le fais. Non. De la vapeur s'échappe du thé que j'ai préparé dans la cuisine. Le parfum de la cannelle emplit la pièce. Je protégerai l'entreprise. Mais d'une autre manière. Je ramasse les documents sur le canapé. Il s'agit de la proposition d'une nouvelle structure de gestion. J'ai déjà réglé les détails avec l'avocat Brown. Vous et votre mère démissionnerez de tous vos postes. Vous rendrez tous les fonds détournés. En échange, nous ne porterons pas plainte. C'est absurde. La voix de la mère tremble. C'est votre dernière chance. Jusqu'à 9 heures demain matin. Si vous n'avez pas signé d'ici là, tout ira à la police. Les preuves du père sont parfaites. L'accusation serait certaine. Vous êtes sérieuse? Pour la première fois, la peur s'insinue dans la voix de la mère. Tu étais sérieuse, mère, me tenir à distance, m'opprimer, et maintenant essayer de me menacer? De l'autre côté de la fenêtre, une sirène d'ambulance se fait entendre au loin. J'attends que le son disparaisse pour continuer. Tu sais ce que mon père m'a dit? Jusqu'à la fin, il m'a dit que j'étais sa fierté. Maintenant, c'est à moi de devenir quelqu'un dont il serait fier. Les visages de la mère et des sœurs sont éclairés par la lumière électrique. Leurs expressions sont celles que je n'ai jamais vues auparavant. Défaite. La résignation. Ou peut-être, rentre chez toi et réfléchis, dis-je calmement. Demain à 9 heures. C'est votre dernière chance. Il se lève. Leurs pas grincent sur la moquette alors qu'il se dirige vers la porte. A eu fait, ajoutai-je alors qu'il s'apprête à partir, j'ai enregistré toute notre conversation de ce soir. Mieux vaut ne pas faire de bêtises. Le bruit de la porte qui se referme résonne dans la pièce. Je pousse un profond soupir et regarde la photo de mon père. Dans le petit cadre, il arbore son doux sourire habituel. Papa, est-ce que je fais ce qu'il faut? À l'extérieur de la fenêtre, la ligne d'horizon nocturne de Chicago scintille. Les lumières des gratte-ciel ressemblent à des étoiles. Dans ces lumières, je sens la promesse d'une nouvelle aube. Mon téléphone sonne. C'est le procureur Brown. Tout va bien, dis-je. Oui, nous aurons une réponse demain à 9 heures. Après avoir raccroché, je me retourne vers la vue nocturne. Quelque part dans cette ville, une mère et une sœur sont confrontées à la plus grande décision de leur vie. Et moi aussi. Je me trouve au seuil d'une nouvelle vie. Une année s'est écoulée. L'automne de Chicago peint à nouveau la ville de couleurs vives.
Depuis le bureau de la présidente dans la Willis Tower, j'ai une vue parfaite sur le Millennium Park et son feuillage d'automne. Présidente amie, voici les documents pour la réunion du conseil d'administration de 10 heures. Ma secrétaire, Sarah, me tend des documents méticuleusement organisés. Je les accepte avec un sourire. Medicar Pharma a changé de façon spectaculaire au cours de l'année écoulée. Nous avons accru la transparence de la gestion, renforcé notre division de recherche et développement, et surtout, rétabli la confiance avec nos employés. Bien que le cours de l'action ait chuté dans un premier temps, il montre progressivement des signes de reprise en raison des attentes suscitées par le nouveau système de gestion. Tout a changé après ce matin-là. La mère et la sœur ont fini par accepter ma proposition. À 9 heures, elles ont signé les documents dans le bureau du procureur Brown et ont démissionné de tous leurs postes. Les fonds détournés sont restitués en plusieurs fois. La mère a maintenant vendu le manoir de Winnetka et vit seule dans un petit appartement à Lakeview. Et la mise à l'écart des cercles mondains a probablement été son plus grand coup. Elle a perdu sa qualité de membre de l'Art Institute of Chicago et son statut de mécène de l'Orchestre symphonique de Chicago. L'autre jour, lorsque nous nous sommes rencontrés par hasard à la Fort Presbyterian Church, elle semblait avoir vieilli de manière méconnaissable. Fini les tailleurs Chanel et le maquillage parfait. Elle est passée devant moi comme une vieille femme fatiguée. Lorsque nos regards se sont croisés, elle a légèrement baissé la tête. Ma sœur Jessica a dû faire face à une réalité encore plus dure. Son mari a demandé le divorce immédiatement après la révélation de la fraude et a obtenu la garde de leurs enfants. Elle n'est autorisée à voir les jumeaux qu'une fois par mois. Les achats chez Neiman Marcus et les cures thermales de luxe appartiennent au passé. J'ai entendu dire qu'elle travaillait désormais comme employée de bureau temporaire. Lorsque j'ai appris cela par des collègues qui la voient occasionnellement, j'ai été envahi par des émotions complexes. Monsieur le Président, votre visiteur est arrivé. La voix de Sarah me ramène à la réalité. Le directeur du développement d'une grande entreprise pharmaceutique est introduit dans la salle de réception. Il s'agit d'un projet commun de développement d'un nouveau médicament. J'ai entendu beaucoup de bien de la nouvelle société Medicar Pharma, dit-il avec un léger sourire. Nous attendons beaucoup de vous. En particulier de votre investissement proactif dans la recherche et le développement. Après la réunion, je me tiens à nouveau près de la fenêtre. Le paysage urbain de Chicago brille dans le soleil couchant. Ce week-end, je déménage dans une nouvelle maison. Je quitte mon appartement de River North et j'ai acheté une maison dans le quartier résidentiel calme de Winnetka, juste à côté de la maison de mon père. J'ai l'intention de planter des roses dans le jardin, celles que mon père aimait. John, l'ancien jardinier de mon père, a déjà promis de s'en occuper. J'ai également commencé à participer aux activités de l'église pendant les vacances. Par le biais d'actions caritatives, je crée de nouveaux liens avec la communauté. Je veux perpétuer les valeurs de mon père à ma façon. Le soleil va bientôt se coucher, annonce Sarah à voix basse. La lumière chaude pénètre dans le bureau à la tombée de la nuit. Oui. C'est vrai. Je me tourne vers mon bureau pour examiner les derniers documents de la journée. C'est alors que je remarque le stylo plume de mon père. Je l'ai trouvé ce jour-là dans le bureau. Il trône désormais sur mon bureau comme un précieux souvenir. Après avoir terminé mon travail, je me dirige vers le parking souterrain. Les lumières nocturnes de Chicago s'éclaircissent peu à peu. Après 30 minutes de route, j'arrive à ma destination, le cimetière de Rose Hill. Devant la tombe de mon père, la brise du soir caresse mes joues. Papa, je dépose des fleurs et je parle doucement. L'entreprise se porte bien maintenant. Les employés s'habituent au nouveau système. Je pense que j'arrive à protéger à ma façon ce que tu as construit. Les feuilles de ginkgo dansent dans le vent. Mais tu sais, papa, il y a une chose que je veux te dire. Je respire profondément et continue. Tu n'as plus besoin de t'excuser. Tu m'as montré tout l'amour dont tu étais capable. Cet amour n'a jamais été mauvais. Mes yeux deviennent brûlants. Alors papa, repose en paix. Je vis fièrement maintenant.
En tant que ta fille, la tête haute, les cloches de l'église sonnent dans le cimetière au crépuscule. Je ferme tranquillement les yeux. Dans mon cœur, je vois le doux sourire de mon père. Je reviendrai. La prochaine fois, j'aurai de meilleures nouvelles à partager. En quittant la tombe, mon cœur se sent étrangement léger. Dans le ciel nocturne de Chicago, les premières étoiles commencent à scintiller.